C'est là où on parle plus. Joyeux Noël, voilà, ça c'est Romain qui voulait absolument qu'on souhaite joyeux Noël et joyeuses fêtes à tout le monde. Mais c'est pas Noël. Il y tenait, alors par contre oui, il voulait qu'on fasse un épisode le 25 décembre, sauf que nous avons une famille, tous respectivement. Donc, des enfants pour Léo aussi. Oui c'est vrai. À Vous allez différents bien endroits. Mais ils sont cachés. Est-ce que vous êtes heureux les gars? 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre, t'es heureux? Non. Ah ok, Tes enfants. j'ai eu peur. C'est mercredi. Ah ouais, le vrai gothique. Est-ce que vous êtes heureux? Eh ben ça respire la joie en tout cas, merci. Ah c'est un sujet si compliqué que ça pour vous? Bah mec, c'est horrible. Enfin, je trouve cette question Horrible comme question, est-ce Ouais. que t'es heureux? Ça n'a rien d'horrible. Ah mais si, je sais pas. J'ai l'impression que si je réponds oui, c'est que je pourrais mourir tout de suite, que j'ai fini ma vie et que tout va être chiant après en fait. Bah vas-y, dis oui. Quoi? Mais pourquoi? Attends, mais là il y a une séance de psy. On annule mon sujet. Il est bizarre. Il y a une séance de psy à faire. Comment ça? C'est-à-dire que parce que t'es heureux, il faut tout arrêter, c'est ça? Non mais, tu vois, J'étais persuadé que c'était l'inverse. là il réfléchit. C'est jamais bon signe. Vas-y, non mais attends, je veux que tu développes. Bah, Je pense qu'il y a des dingueries là qui vont sortir. Ah oui, là ça va être exceptionnel. j'ai toujours vu le sentiment d'être heureux comme la ligne d'arrivée. Ok. Donc je cherche pas à être heureux. Je trouve qu'aujourd'hui, je cherche à. C'est un mix. C'est un mix de difficultés qui, quand tu y arrives un peu, te rend fier de ce que tu fais. Et puis, vu que tu es fier et que tu essaies du coup d'autres choses et que tu risques d'autres choses, ben, tu te réengages dans un truc qui fait que c'est compliqué, etc. Et en fait, c'est cette vie-là qui fait que tu es dans un sentiment comme de bien-être parce que tu te sens utile, parce que tu apprends des choses, parce que tu avances. Moi, j'ai l'impression que le sentiment d'être heureux, c'est ce que je pourrais avoir une fois par an quand je suis à la plage avec les vieux à Monaco et que je me dis, oh là, mon cigare, on est bien, on est en vacances, Ah, pour je toi, suis c'est ça, heureux. le bonheur. Pour moi, c'est ça, quoi. Quand je dis je suis heureux, pour moi, c'est ce que je vois. Tu vois, C'est ça. j'imagine ce truc-là Ah de oui, d'accord. t'as Ouais. fini ta vie, t'as plus de problèmes financiers, t'as plus de problèmes de famille, t'as plus. Je sais Romain, pas, t'as voilà. pas de problème financier. Non, attends, ça y est, là, on a eu la dinguerie. Je pensais qu'il allait pas en sortir. Oui, mais si, il y en a. Vous savez ce que c'est le bonheur? C'est être avec des vieux riches sur une plage et d'être soi-même un vieux riche. À Monaco. Ça, c'est le vrai bonheur. Et il a pas précisé. Si tu es bien bronzé entre les plis. Mais après, le être heureux, c'est pas forcément un état durable. Tu pourrais simplement être heureux d'être là avec nous, de deux amis, à boire du jus de pomme. Un ami. Tu vois, tu pourrais être heureux de faire ça. C'est vrai, je suis bien avec mon jus de pomme là. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, t'es heureux. Je suis bien. Je sais pas, j'ose pas dire le mot T'as peur heureux. de le dire, c'est fou. Qu'est-ce qui nous pète les... Il doit y avoir un traumatisme derrière ça. Je sais pas. Manuel, t'es heureux? T'es heureux, toi? Je suis super heureux. Alors Manuel, on avait déjà fait un podcast sur le bonheur, vous inquiétez pas, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais Manuel nous avait dépeint sa vision du bonheur, qui était qu'en gros c'est de la merde, quoi. C'est-à-dire que toi, pareil, tu cherches pas du tout à être heureux, ça te fait chier. Non, j'ai dit pas ça, j'ai dit que... Un peu, t'as un peu dit ça quand même. C'est la conséquence de quelque chose, mais tu ne cours pas derrière le bonheur comme ça. Le bonheur, c'est pas un truc saisissable, c'est la conséquence d'un état d'esprit, de ce qui t'arrive, des gens que tu fréquentes, des émotions que tu ressens, etc. etc. Mais est-ce que le bonheur finalement, c'est pas une plage à Monaco avec des petits vieux? Écoute, c'est pas le mien. Léo, c'est quoi ton bonheur? Moi, c'est vous. Oh, Rien n'est vrai. bah on sait, c'est pour les cadeaux de Noël. Joyeux Noël. Rien n'est vrai dans ce que Tant j'ai pis dit. pour toi, moi c'est Hanouka. T'es heureux, Léo? Moi, j'ai une maladie, je suis heureux tout le temps. Ah, tu parles vraiment de ta vie privée. Vous allez voir que c'est un problème en fait d'être heureux tout le temps. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie. Parce que je lisais un article cet après-midi d'un auteur qui s'appelle Mark Manson qui dit en gros que le bonheur c'est C'est un surcoté. serial killer, ça, non? Mark Manson? Marilyn Manson? C'est ça? C'est à ça que tu faisais référence? Non, c'est pas le même. Il dit que le bonheur c'est surcoté. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous Je êtes suis d'accord avec lui. complètement d'accord. J'ai l'impression que vous êtes d'accord avec lui. En fait, il parle d'un mec qu'il a connu, qui s'appelait John. John, c'était le genre de mec tout le temps heureux, excité de vous voir, à faire des compliments. Il avait une joie débridée et incessante, au point où, vous devez connaître ce gars, ça en devient presque irritant.
C'est le mec qui est tout le temps content, hyper heureux de te voir, etc., qui sursaute un petit peu de partout. John était comme ça. Pour moi, ça cache un super gros mal-être et tu te dis que si tu connais cette personne dans sa vraie vie, il chiale tout le temps en fait. Pour moi, c'est plus ça que ça veut dire, quoi. Et bah, l'image qu'il renvoyait, c'est que pour être heureux à ce point, John avait tout compris à la vie. Il maîtrisait tellement la sienne qu'il ne connaissait que le bonheur et qu'il voulait le transmettre aux autres. Et un jour, cette image s'est effondrée quand l'auteur a surpris John dans les toilettes d'un bar en train de sniffer un rail de coke. Ah Et en fait, oui, c'est presque le même mot en fait. Si tu remplaces toutes les lettres de cocaïne, ça fait bonheur. Non. Bah non. si tu... Non. Non, d'accord. Non, tu retombes dans le loup de Wall Street là. Là, tu retournes. Enfin, c'est le loup de Monaco. Et en fait, la vérité, comme tu le disais Romain, la vérité c'est que la vie de John était un bordel sans nom. Sa vie professionnelle était en chute libre et sa vie personnelle un désastre. Ce qui sauvait John, c'était sa positivité incessante. Mais c'est aussi ce qui le tuait. Est-ce que vous savez quel était le problème de John ? Il vivait dans le concept de lui et pas dans la réalité. Parce que C'est- pas dans lui, c'est bizarre. C'est très philosophique, c'est pas tout à fait ça. Il se racontait un film, il vivait un film. C'est pas tout à fait ça. Ok. Bon bah vas-y. Et ben John en fait avait je pense le même problème que moi, il était nul en émotion. Une émotion, c'est le résultat de votre esprit comparant votre environnement extérieur à vos attentes. Quand vous sortez de chez vous par exemple, et qu'il fait froid, votre peau modère la température par rapport à celle de votre corps et envoie un signal à votre cerveau disant « c'est froid » pour vous dire d'aller chercher un manteau. Et ben nos émotions, elles font la même chose, pour des phénomènes psychologiques plus complexes. Elles existent pour nous permettre d'interpréter une situation et nous inciter à agir, afin d'éliminer le conflit entre nos attentes et notre environnement, soit en modifiant notre environnement, soit en modifiant nos attentes. On cherche en permanence à les aligner, parce que quand il y a un déséquilibre, ça nous met mal à l'aise. Mais c'est précisément ce malaise qui nous pousse à changer, et le changement, c'est l'évolution. En fait, John stagnait dans tous les domaines de sa vie, parce qu'il ne savait pas faire face à ses émotions, qu'il couvrait toutes avec de la joie. Ça vous évoque des gens ? Bah toi avec tes blagues. Moi, c'est mon système de défense Ouais. par définition. C'est le fait de tout le temps faire des vannes, etc. Parce que moi, tout seul, je sais faire face à mes émotions, je sais les accepter, les analyser, etc. C'est juste que ça me prend du temps. Mais par contre, ça me demande vraiment d'être seul avec moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin de périodes où je vois personne, parce que j'ai besoin de ça pour les calculer. J'ai une question. Ouais. T'arrives à être seul avec quelqu'un d'autre ? C'est une vraie question. Ah oui. Ah bah, Moi c'est même mon problème. hein. la plupart du temps. Parce que pour moi, ça c'est une partie de la définition du bonheur. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es aussi bien seul que seul avec quelqu'un d'autre, Ouais. ouf, ce quelqu'un d'autre compte énormément. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas il ne modifie pas ton comportement. Ce quelqu'un d'autre fait que tu restes toi-même. Tu arrives à être aussi bien que quand tu es tout seul. Et c'est ça, tu peux pas tout le temps être... Et en fait, être seul à deux, Hmm. ça commence à être intéressant. Parce que souvent les gens pensent qu'un couple c'est deux personnes, en fait. Un couple c'est trois personnes. C'est ma théorie. C'est-à-dire, C'est pas que la mienne d'ailleurs. c'est-à-dire que des troubles. Non, c'est toi, l'autre et le concept du nous. Si c'est que le nous, on fait tout à deux, machin, tu vois, tous les couples fusionnels, machin, etc. Bon, ça, à un moment, ça explose parce que tu ne peux pas te renier ta propre existence, tes propres besoins de solitude, tes propres besoins de distance, etc. Donc il faut accepter qu'il y a l'autre, toi et vous deux, qui est une autre entité. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire. Et quand tu arrives à être aussi bien avec quelqu'un que quand tu es tout seul, ça veut dire que ton nous, tu ne modifies pas ton toi pour que le nous existe. Intéressant. Et comment vous gérez vos émotions, vous ? Vous les acceptez ou vous les laissez passer ? Vous refusez qu'elles existent ? Bah Romain, il prend un certain kiff à se faire transpercer par ses émotions. Ouais, intraveineuse. C'est De pas jus par de là que je pomme. pensais. Ouais, j'allais dire, Romain, c'est beaucoup le jus de pomme. Non, je sais pas à quel stade de réponse, plus ou moins perso, tu veux. Vas-y, ouvre-toi. Non, Enfin, pas trop, quand même. mais. Non, je attends, regrette, lui dis je pas ça, regrette, malheureux, je regrette. lui dis pas ça, malheureux. Tu sais quoi, je vais pas répondre. Manuel, c'est quoi pour toi ma façon de gérer mes émotions ? Ah oui, tu dois répondre à sa place. maintenant. Voilà. Très dangereux ce que tu fais. Ouais, mais ça sera plus réaliste. Tu prends un risque. Bah, Vas-y. parce que sinon, je vais me raconter un truc. C'est vrai, c'est possible. Vas-y, Manuel. Alors Romain, il a une certaine ablation des émotions pour 99,9% des gens et des choses qui l'entourent. Par contre, c'est un hyper émotionnel pour 0,1% des gens qu'il a délibérément choisis. C'est une analyse assez juste.
Et donc, 99,9% des gens pensent que c'est un rationnel, factuel, etc. Calculatrice. Et si tu es dans les 0,1%, tu te rends compte que c'est un hyper émotionnel. C'est vrai. Bah pleure pas, Romain. Il est con. Trop con. Non, mais c'est ça. C'est Et ça. donc, il faut faire attention à qui on est dans son environnement parce que ce qu'on dit n'a pas tout à fait le même impact. Je parle pas de vos relations intimes. Ah, après, j'ai beaucoup plus de patience avec les gens que j'aime beaucoup. Parce que, contrairement à Manuel, j'excuse plus les gens que j'aime énormément que les gens qui sont... Manuel, c'est l'inverse. Manuel, plus tu le connais bien, moins t'es censé te tromper. Emmanuel peut être ultra patient avec des gens qu'il connaît pas du tout, et moi ça me rend fou furieux. J'ai envie de leur en coller deux et de les voir se jeter d'un immeuble, vraiment. Et le reste, je peux être très patient. Double sentence, même. Ah ouais, non, mais ça me rend fou. Je peux pas. Je me dis, on se connaît pas assez pour que tu commences à m'expliquer ta façon de faire. C'est soit tu fais comme je veux, soit tu les jettes d'un immeuble, c'est peut-être pas utile de leur en coller deux avant. Hein. C'est vrai, mais ça défoule. Ça évite d'en jeter un deuxième après qu'il l'ait pas mérité. C'est ça. Donc Manuel, c'est ça. Pour moi, c'est l'inverse. Je suis sûr que pour moi, vous n'avez pas tous les deux la même réponse. Ça me ferait bien rire. Pour toi ? Ouais. On se connaît à peine, donc c'est un peu dur. Rien que le temps de réflexion est inquiétant. Pour moi, vous êtes pareil, sauf que Manuel est plus drastique et que vous avez quelques années d'expérience d'écart. Et je pense que Manuel, tu gères quand même mieux et tu comprends mieux tes émotions, et que Romain est plus dans la réaction à chaud. Alors que Manuel, t'as l'impression qu'au moment où il te sert l'émotion, il l'a déjà interprétée, et il te la sert quasiment sur un plateau pour que tu puisses l'appréhender. Et c'est pas pour autant que Manuel fait du théâtre. C'est-à-dire que il va être... Si, mais à part, ça n'a rien à voir, c'est un loisir. C'est un loisir. Il va rester vraiment... Fourberie de Scapin. Tu joues vachement bien l'arbre, je suis venu te voir. Non, mais c'est vrai, je pense que tu as raison, Léo, et d'ailleurs c'est moi l'expérience et ce que j'ai vécu qui fait qu'aujourd'hui c'est 0,001% des gens avec qui je suis émotif, pour utiliser le bon mot. C'est pas réel ou irréel, c'est pas qu'on joue un fake en fait, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dire qu'on est fake avec toutes les autres interactions qu'on a, mais simplement dans quoi on met de l'émotion et du coup à quel moment est-ce qu'on est vraiment touché par... pour accrocher à ce sentiment, le bonheur, être heureux, etc. En fait, effectivement, pour ma part, ça m'arrive dans 0,01% des cas. Et en général, en plus de ça, je le dis. Parce que là où Manuel a raison, c'est que si j'aime vraiment la personne avec qui je suis et que ça compte beaucoup, c'est que je lui dis. Je lui dis, ça me fait vraiment plaisir d'être là, de faire ça avec toi. Et je suis capable de dire que c'est un super moment à ce moment-là, quoi. Je suis pas en train de me cacher de ça, quoi. Je sais pas du tout faire ça. Pour moi, c'est important. Je me suis rendu compte en lisant cet article. Je me suis dit, mais je sais rien faire de tout ça. Ça, c'est vrai. Donc c'est vrai, hein. Oui, mais Léo, c'est plus touchant. Il va te faire croire que tout va bien, etc., etc. Mais en fait, il faut que toi-même, si tu veux vraiment avoir ton pote Léo, et je peux en dire quelque chose, ça fait quand même presque 10 ans qu'on se connaît, il faut que tu grattes de la patte. Et il y a certains trucs où Léo, c'est encore plus chiant parce qu'il faut que tu fasses gaffe à plusieurs conversations qui n'ont aucun rapport, dans lesquelles tu vas rattacher des mots. Et à la fin de la semaine, tu te diras putain, il m'a dit tout ça parce qu'en fait, pour lui, ce qui compte là maintenant, c'est ça. Et en fait, il osait pas me le dire. Et c'est très très marrant. Et il y a plusieurs fois où on a des conversations avec Léo et il me dit un truc. Je fais putain, mais c'est pour ça que tu me disais ça il y a 3 semaines et tout. Oui, c'est pour un peu avoir ton avis là-dessus. Non, et en fait, aussi, tu te dis, ça fait 3 semaines qu'il gratte sur un truc, mais il ose pas te le dire, quoi. C'est aussi parce que le binôme là, il est quand même fantastique. Ah, ça. Alors vas-y, C'est-à-dire Manuel. que rien n'est vas-y. fait pour que ça fonctionne en fait. Entre Léo qui est un peu handicapé de l'expression de ses sentiments, je vais y venir dans une seconde, et Romain qui comprend un retardement, t'as l'impression de regarder un film mal doublé en fait. Les lèvres bougent pas au même rythme que les paroles, et en plus c'est pas dans la langue que t'as choisi. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que je le friendzone et qu'il a toujours pas compris, quoi. Ouais. Pour moi, Léo, c'est un chat qui est en train de chier dans sa caisse. Super. Allez, donc on va continuer par rapport à l'article. Donc, Vas-y, Manuel, développe. C'est parfait. Ça démarre, tu le vois aller dans un endroit, tu comprends pas trop pourquoi. T'entends que ça gratte. N'importe quoi. T'entends que ça gratte, donc ça attire ton attention en fait. Ce podcast est arrivé. Et là, tu vois une tête souriante et concentrée
Alors qu'en fait, il est en train d'en chier à mort. Elle est bien en plus. Et ben en fait, ça, c'est Léo et ses émotions. Eh ben c'est super. On peut continuer sur l'article si ça vous dérange pas. Voilà, c'est la meilleure façon que j'ai de résumer la personnalité de Léo. Il faut aller chercher un petit peu... faut regarder les coulisses pour comprendre ce qui se passe derrière. Ce que dit l'article, c'est que le problème avec cette poursuite du bonheur, c'est l'absence de diversité. Si nos émotions ne savent plus interpréter les situations, elles ne peuvent pas nous apporter les outils nécessaires pour les régler. Donc la stratégie de vie qui consiste à dire qu'il faudrait être heureux tout le temps est celle qui mène à sniffer un rail de coke dans les toilettes d'un bar parce qu'elle dérègle complètement les capacités sociales de celui qui la suit. On est d'accord pour dire qu'on n'incite à aucune... Ah, au contraire. Hein ? Au contraire. Non, parce qu'on va avoir des problèmes. À la limite sur une table, mais pas dans les toilettes d'un bar. C'est un peu sale. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle la diversité émotionnelle et qui consiste à dire que les personnes qui savent éprouver une grande variété d'émotions positives et négatives sont généralement plus heureuses. Courir après le bonheur est le meilleur moyen de ne pas l'être. Pour être heureux, il faut ressentir de la joie, de l'amour, de l'espoir, mais aussi de la colère, de la tristesse, de l'anxiété. Nos émotions sont transitoires et superficielles. Elles ne signifient rien à long terme, sauf si on décide de n'en adopter qu'une seule. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je te disais en introduction, c'est que le fait d'être heureux, c'est pas un état définitif. Donc quand tu disais que si tu réponds oui, je suis heureux, c'est pas la fin de quelque chose, ça doit pas être la fin de ta vie. C'est que sur le moment, t'es heureux, mais c'est pas une fin en soi, c'est une émotion comme une autre. Comme tu pourrais me dire, bah là je suis en colère. Bah, c'est justement ça la question, c'est est-ce qu'il faut pas arrêter un moment de se cacher derrière le tout va bien tout le temps. On est surtout en ce moment, on partage. Ça, c'est rébarbatif de rappeler ça, mais les réseaux sociaux à 90% c'est pour partager que des bons moments. Personne partage sa soupe quand tu bouffes tout seul chez toi, tu partages toujours quand tu es au resto, machin, etc. Est-ce que c'est pas important à un moment juste de dire bah en ce moment c'est plus difficile, etc., etc. Alors pas avec, moi j'aime pas le faire avec la famille. De la famille tu la choisis pas et elle a pas à subir le côté par exemple ma famille à chaque fois qu'elle me demande si tout va bien tout va toujours très bien, même au travail, tout ce que tu veux, c'est pas ton Comment problème. ça, même au travail? Après ce Parce que le travail c'est là où tu peux c'est parce que je trouve que le travail c'est là où tu peux avoir parfois beaucoup de difficultés, t'as des choses à faire qui sont plus difficiles, t'as des moments de doute, etc. Mais ça regarde que toi ou tes partenaires business, mais pas encore moins ta famille, tu vois. Moi j'aimerais citer Jean d'Ormesson. Oui. Si tu peux te réveiller, c'est cool. Ça, oui. Ce mec n'a vraiment aucune culture en fait. Non mais elle est pas mal, ça va. Aucune. Ça va. Jean d'Ormesson il disait la vie est un bouquet de roses et tu ne peux pas distinguer les fleurs des épines. Il y a des moments où tu vois des fleurs et il y a des moments où il y a des épines. Et tu ne peux pas distinguer les autres, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et en fait, je trouve que c'est très vrai. C'est ce que tu dis sur les émotions. Ouais. Les émotions, c'est comme vouloir enlever les vagues sur la mer. Ça marche pas, en fait. Et c'est qu'à un moment, il y a des moments de hype, il y a des moments de creux, et ça fait partie des deux. Et en fait, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais peut-être que le bonheur consiste dans l'idée d'accepter les deux. Ah, moi, je suis convaincu de ça. Hein. Bah oui, mais c'est sûr que tu C'est peux surtout plus que tu les trouves distinguer. ton bonheur dans la difficulté aussi. C'est quand tu as Mais du pas mal que. à... Mais pas que. Non, mais c'est le contraste qui te permet de l'identifier clairement et de le ressentir vraiment comme le bonheur. C'est pour ça que les gens qui sont trop gâtés, par exemple, Oh mon gâté. ont plus vraiment le sentiment d'être heureux parce qu'en fait, ils ont toujours connu que ça. Donc ça s'appelle plus le bonheur, ça s'appelle une sorte d'état définitif. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire en sorte que les gens chient Non, bien sûr, artificiellement. en bien fait. sûr. Mais il y a forcément des moments dans ta vie où c'est un peu moins cool. Et je trouve intéressant que plus tu avances dans ta vie, plus, on en a parlé dans un autre podcast, plus les hormones du mimétisme fonctionnent sur toi. C'est-à-dire qu'au début, tu es très concentré sur toi-même. C'est est-ce que je suis dans un moment de hype ou un moment de creux? Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, ce que tu arrives à provoquer chez les autres arrive à te provoquer du bonheur, même si les faits n'ont pas d'impact sur toi. Ok. La Et transmission. La transmission, c'est un vrai sujet. Faire vivre des choses intéressantes aux gens, les aider à justement appréhender ces moments-là, apprendre à lire les lignes, apprendre à surfer. Moi, c'est un truc qui m'anime beaucoup. Mais je Et pense. ça n'est pas vivre par intérim. Non, Ça n'a rien à voir. mais je pense justement que on ne devrait pas courir après le bonheur, on devrait courir après l'utilité. Mais qu'en fait, le vrai succès, c'est ça. C'est être utile. Il n'y a pas une définition précise de l'utilité, mais simplement dans un domaine qui te plaît, ça peut être
de l'humanitaire, comme aider des marques à communiquer. Moi, je vais faire en sorte d'aider les gens à choisir leur iPhone. C'est simplement trouver son utilité, trouver les valeurs que tu peux transmettre. Trouver son rôle, trouver du sens. Ouais. Et ça, moi, ça me rend heureux. Alors qu'au moment où j'écris une vidéo, je suis pas particulièrement en joie. Mais je sais qu'à la fin, je sais que la finalité va me rendre heureux parce que je vais trouver mon utilité dans la société. Mais nous, on la cherche encore. Merci. Je vais me tirer une balle. Vous acceptez du coup parfois de ne pas être heureux? Vous le dites? Ouais, mais non, moi je le dis pas. Mais je l'accepte par contre. Ça, je sais très bien le faire. Par contre, en revanche, je suis de nature très optimiste. Donc même quand je suis pas heureux d'une situation, je vais voir tous les trucs qui peuvent me sortir de là et tous les bons côtés. Ils prennent pas forcément le dessus, mais je les identifie et ça me permet d'aller bien. Moi, c'est ça. Parfois, je compare un peu trop. Je fonctionne toujours avec des échelles de valeurs qui sont incohérentes et qui font que parfois, quand j'ai des vrais problèmes, je me dis, en vrai de vrai, j'ai pas de problème. Parce que quand tu vois juste certaines situations, etc., de d'autres, moi je me compare, j'ai souvent ce problème-là de comparer beaucoup ma situation à d'autres, et du coup à chaque fois je la trouve exceptionnelle, et à chaque fois j'avance, et à chaque fois je me dis ferme ta gueule, t'as pas le droit, quoi. Et ça peut t'aider, tout comme ça peut te desservir. Exactement. Il y a toujours pire. Exactement, et il y a toujours mieux. Toujours plus fou, plus grand, plus machin, et ça ne veut rien dire du tout. Faut prendre soin de soi, et peu importe ce qu'il y a autour, mais ça c'est un peu compliqué. Malheureusement, depuis tout petit, on t'entretient dans un modèle ou un système où on te compare à une forme de norme, voire une forme de moyenne. Ouais. Et ça encourage les gens à se comparer en disant ça c'est normal, ça c'est pas normal. Ça c'est dans la moyenne de ce que vivent les gens, ça c'est pas dans la moyenne de ce que vivent les gens. Ça, je trouve que c'est dramatique et destructeur pour les gens. Parce que tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu n'es pas en compétition au sens de ton bonheur, j'entends. Ouais. Évidemment que dans le business, tu es en compétition avec d'autres personnes, d'autres acteurs, etc. Donc, mais au sens de ton épanouissement, tu n'es pas en compétition avec les autres. Ce qui rend Romain heureux, fort heureusement, ne me rend pas heureux. Ouais. Fort heureusement. Et à l'inverse. Ah, toi, les vieux riches sur la plage, ça te... Voilà, c'est pas, pas trop. Moi, faire du code le week-end, t'inquiète, c'est pas mon truc. Donc, voilà, donc tu es en compétition avec toi. En fait, l'enjeu, c'est de ne pas te comparer ni à la moyenne, ni à la norme, ni à la loi du plus grand nombre, ni à la majorité. Ça n'est pas un vote, le bonheur. Ça n'est pas la majorité qui l'emporte. Ça n'est pas ce qu'on attend de toi. Ça n'est pas ta conformité par rapport à un schéma sociétal ou culturel. Tu commences à être heureux ou à vivre une forme de plénitude à partir du moment où tu alignes ce que tu penses et ce que tu ressens avec ce que tu vis. C'est presque un travail d'ostéopathe. Plus tu es désaligné entre ce que tu vis, c'est-à-dire ton moi social, ce que tu renvoies au reste du monde, etc., et ce que tu es et ce que tu ressens, ce delta entre les deux, c'est ton niveau de souffrance. Et le problème, c'est que si tu te convaincs que tout va toujours très bien, parce que de toute façon, il y a pire, et puis il faut que tu sois heureux pour aller mieux, t'es toujours à côté de la plaque, en fait. Tes émotions, ton mental est toujours à côté de ce que tu ressens vraiment. Et donc, tu vas rien faire pour changer cette situation. Que ce soit un problème professionnel ou alors émotionnel, etc., tu vas rester dans ta merde. Moi, je me souviens d'une phrase de mon grand-père qui me le disait dès que j'avais 5 ou 6 ans, je pense. Et alors, qui est dramatique pour un enfant de cet âge, mais que j'ai mis du temps à comprendre. Mais il disait, on est tout seul et on meurt tout seul. Trouve la personne avec laquelle tu vas pouvoir... Il y a 7 ans, oui. Ouais, ça fait réfléchir. Donc, il disait, trouve la personne avec qui tu vas accepter d'être seul à deux. Et c'est Romain, donc? Non. Ah. Non. Est-ce que vous pleurez, les gars, parfois, tout seul? Est-ce que parfois vous gérez vos émotions avec le fait de les exprimer physiquement en pleurant? Moi, j'ai aucun problème à pleurer tout seul. Ok. Moi, ça me fait un bien de fou. Et je le dis aux gens en mode vraiment, je sais que parfois c'est difficile, mais moi j'en ai besoin et ça me permet vraiment de gérer mes émotions. Non, ça dépend. Déjà, quand la France va gagner sa 3e étoile, là, je sais que je vais pleurer. Ça n'a rien à voir, Léo. Ah, c'est une émotion. Oui, mais c'est pas ça dont je parle. Pardon, c'est une émotion.
Et là, je vais pleurer, et puis même s'il y a 500 000 personnes devant moi, je m'en fous. Bah, à ce moment-là, j'accepte mon émotion. Quand c'est parce que je suis triste, je préfère être tout seul. Et ça t'aide à le gérer D'être tout seul? et à pleurer? Ah oui, bah bien sûr. Mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Parce que moi je supporte pas ce truc de on pleure pas, machin, Ah oui, on donc montre c'est pas. horrible. Je trouve ça complètement con, au contraire. Ah oui. Après tu montres ce que tu veux aux gens, mais toi en tant qu'être humain, si ça te permet de réguler tes émotions et de les comprendre, je trouve ça génial. Bah, je pars du principe que si un oignon peut réussir à me faire pleurer, je pense qu'un truc grave qui m'arrive dans la vie. Mais le même, faire aussi, enfin, il n'y a pas forcément pour moi de gravité, c'est du moment où c'est quelque chose de compliqué à gérer pour toi. Ah putain, comparé un oignon. Un truc à dire, Manuel. Sur un oignon peut-être, Je pensais Manuel? pas que tu parlerais de ta vie sexuelle. Oui, vas-y, on va. Bah non, c'est à Manuel de répondre à la question. Manuel, Quelle est la question exactement? déjà, est-ce que tu peux remettre ton t-shirt? Et dis-nous pourquoi est-ce que tu pleures? Bah, bien sûr, biologiquement, on est constitué comme ça. C'est notre façon à nous, les Homo sapiens, de réguler nos émotions. Ouais, c'est complètement con de dire aux gens ne pleure pas, les filles pleurent, les garçons pleurent pas, nanana, enfin toutes ces conneries. Donc non, ça serait idiot. Après, moi je pense pas que ce soit une faiblesse de pleurer, je pense pas que pas plus que ça soit une faiblesse de rire à un truc pas drôle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une façon d'exprimer tes émotions. Bon, après, si tu passes tes journées à pleurer, t'as peut-être un problème d'excès dans l'interprétation de tes émotions. Peut-être. Mais c'est vrai que, effectivement, je pleure assez rarement en public, mais je suis pas non plus extrêmement joyeux en public. Il me faut un peu d'alcool pour commencer à être. C'est pas un vraiment conseil fou, en mais- investissement. Mais sinon, je suis pas extravagant en fait dans mes émotions. Donc t'es pas extraverti surtout. Ce qui m'empêche pas d'être heureux et de vivre des bons moments et d'essayer de le montrer. Mais c'est vrai que je suis pas extravagant. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je fais croire aux gens que c'est facile, qu'on fait des trucs, machin, etc. Et je montre très peu le côté difficulté. Je suis pas forcément sûr d'y arriver, mais ça me rassure presque de te faire croire que j'y suis déjà arrivé parce que je sais que j'y suis, quoi. C'est comme une source de motivation pour moi, le côté regard extérieur, parce qu'à la fin de la fin, j'en aurai rien à foutre. Je les connais pas, ou on se reverra pas, ils s'en souviendront pas. Mais moi, ça va m'auto-persuader d'arriver à faire quelque chose en général si je l'acte presque avant que ça soit fait. Sur des challenges perso, c'est des trucs que je maîtrise moi à 100%, pas dont je suis pas décisionnaire. L'auteur explique qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à identifier l'émotion, la ressentir, puis séparer la prise de décision de l'émotion. Par exemple, si vous recevez un message qui vous énerve, qu'est-ce que vous faites? Je le relis dans 3 heures en général. T'attends, tu refais. Ah ouais, ou même le lendemain. Tu réponds à chaud. Un truc qui me casse les À couilles, froid. je peux. Ouais. Ok, Manuel, un message C'est qui pas ce que je t'énerve. faisais avant. Avant, je jetais par le balcon. En général, j'ignore. J'ignore et je réponds pas. Ah, tu réponds jamais? Non. Ok. Et si c'est important, si ça te demande une réponse? J'attends le lendemain. Ok, donc vous réagissez tous les deux à la fois. C'est ce qu'il faut faire. Il explique que si vous recevez un message qui vous T'as énerve, une gommette, Manuel. c'est important de prendre conscience que ce que vous ressentez, c'est de l'énervement, de surtout pas l'ignorer. Vous pouvez même commencer à taper un message de colère si ça vous fait du bien, mais il faut surtout pas l'envoyer. Il faut comprendre l'émotion, la laisser passer, et ensuite prendre une décision adaptée à froid. C'est un peu ce que vous faites, sauf que vous écrivez pas de message avant, sans l'envoyer. Ben si, presque. t'arrive Et d'ailleurs, j'appelle ça l'astuce Twitter. Ok. Tu vois, quand t'es énervé d'un tweet que tu vois que tu vas vite le repost et que tu dis machin, machin, avant de le publier, t'as toute ta vie qui défile et tu te dis attends, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Surtout Qu'est-ce que sur j'ai à Twitter, perdre, etc., etc. Bon, ça me l'a fait encore récemment avec certains Ouais. débats, etc. Oui. Voilà, j'avais Ça envie arrive de. pas toujours. En général, Moi, ce que je fais, Ouais. c'est que quand je reçois un message qui m'énerve de quelqu'un, je réponds à Romain. C'est une super méthode. En fait, c'est génial, je me défoule. Donc, tu regardes le thread de conversation avec Connard. Romain, ça n'a aucun rapport. Il sait même pas de quoi tu parles, en fait. Mais ça me fait plaisir d'appuyer sur envoyer. Tu sais quoi Est-ce qu'on peut mettre le numéro de Romain Bien sûr, dans la description de ce podcast? chaque fois que vous êtes énervé, vous envoyez un message à Par Romain. contre, véridique, connaissant bien Manuel, dès son premier SMS de la journée, je sais te dire si la veille ou s'il a bien dormi ou s'il y a eu une merde. Je suis capable aujourd'hui de te déchiffrer au mot près les sentiments de Manuel, tellement ça me fait marrer. Si Et avant, ça pouvait m'affecter. Aujourd'hui, je vois des trucs, tu sais quoi, il me casse les couilles, on verra bien plus tard. S'il est pas content, il t'appelle pas bébé, c'est ça?
Bah, s'il est pas content, il m'appelle surtout. Si vraiment il y a un vrai problème, il sait comment me joindre, peu importe si je suis joignable ou pas, quoi. Et ça arrive pas. Et moi, c'est pareil dans l'autre sens. C'est quand parfois on est énervé, mais même entre nous, il y a des trucs qu'on fait, etc., où on peut s'agacer. Je pense que c'est important de prendre le temps avant d'envoyer et de faire des choses par rapidité, quoi. Bah, c'est important parce que c'est une fois que vous dissociez vos émotions de vos décisions que vous devenez émotionnellement équilibré. Parce que vous reconnaissez que la colère peut mener à l'action, que la tristesse peut conduire à l'acceptation et que la culpabilité peut conduire au changement. Et c'est surtout de pas montrer à l'autre le fait qu'il te touche. Je suis désolé, mais moi je suis un peu plus calculateur, ça peut etc. être intéressant. Moi, il y a des trucs, si quelqu'un veut m'atteindre demain, lève-toi de bonne heure, va quand même falloir y aller, parce que si tu cherches à le faire, je vais vite le détecter. Et alors je vais te montrer rapidement que ta vie, j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Vraiment. Donc en général, c'est ça, je trouve que plus tu te détaches du truc... En fait, c'est simple. Pour moi, plus tu prends le temps pour répondre aux gens, leur expliquer, les appeler, essayer de faire naître un changement ou une discussion, plus tu les aimes. Et plus ça doit être important. Pour moi, le premier facteur qui te montre si j'ai de la considération ou pas pour la situation ou pour toi, c'est mon degré de silence. Je suis assez à l'aise avec l'idée de ne pas répondre à des trucs. C'est jamais un bon signe que je ne te réponde pas. Ouais, c'est la pire chose. Oh, ou alors c'est une question de timing avec toi. C'est que c'est juste pas dans le bon timing ou qu'il y a des trucs qu'on fait, mais où tu te dis ça va revenir. Ça dure quelques minutes ou quelques heures. Ouais, il répond en général. Mais je réponds en général assez vite. Ah, par SMS, oui. Mais si je te réponds pas pendant longtemps... Ah oui, ça c'est sûr. Pas bon signe. Oui, ça c'est sûr. C'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi, tu peux être d'accord, pas d'accord, me menacer, m'insulter, machin, etc. Alors que moi, ça veut pas dire ça. Je dis ça parce qu'il y a des proches qui écoutent le podcast. Oui. C'est pas parce que je vous réponds pas que je vous aime pas. On te laisse tout seul, Léo. Non, parce que je réponds rarement, mais c'est parce que j'ai mon opérateur, il faut que je change. Tu réponds jamais. Parce que j'ai des problèmes, je reçois pas les messages. Oui, bien sûr. En fait, j'ai que la connexion satellitaire sur mon iPhone 14. Du coup, il faut qu'il y ait un satellite qui passe au-dessus pour que je puisse envoyer des messages. Bon, par contre, j'en profite quand même pour dire un truc. Le côté règlement de compte, SMS, etc., on s'explique en SMS, c'est de la merde. J'adore ça. C'est un enfer. Tu peux produire... Arrêtez. C'est là que tu peux produire tes meilleurs punchlines. C'est exceptionnel. Oui, mais c'est un enfer. Arrêtez de vous embrouiller. En vrai, ça n'a aucune saveur, c'est nul. Tu réagis à chaud comme ça, etc. T'as pas de bonnes analogies. Voilà. Tu tombes tout de suite tu dans laisses parler l'autre. Alors que quand tu peux le faire par message, mais tu peux sortir tes meilleurs punchlines, et c'est là que tu produis du vrai contenu. En plus, tu peux screen pour le mettre en story privée pour tes potes, et là, ça devient du miel. Voilà, j'ai fini. Comme ça. Pauvre con. Non, moi je déteste ça parce que le temps que t'écrives, l'autre ne va même pas lire ce que tu vas écrire et est déjà en train de te répondre et t'es dans un truc de... On se défoule, c'est comme si c'était un sac de boxe, quoi. Non, mais un SMS c'est fait pour passer une info utilitaire et vraiment. Sans vraiment beaucoup d'interprétation. Alors avec Léo on aime bien les passes d'armes, donc c'est rigolo, on s'amuse, etc. Mais quand ça devient vraiment important, tu prends ton téléphone, t'appelles, ou tu vas voir la personne. N'écoutez pas ces gens. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Mais personne, de toute façon, qu'on t'appelle ou pas, tu réponds pas. Qu'on t'écrive ou pas, tu réponds pas. Vas-y, si j'ai une punchline, je réponds. Oui, bien sûr. Bonjour Léo, comment ça va? Ça, par exemple, je réponds pas, ça pue la merde. Voilà. Ça va. Tu réponds pas à un like. Tout ça pour dire que il faut arrêter de courir après le bonheur, parce que ça n'a aucun sens. C'est une sensation transitoire. Absolument pas un état que vous allez pouvoir conserver sur des années. Vous allez passer par plein d'émotions, donc il faut arrêter de courir après ça. En fait, le bonheur, c'est un sous-produit de l'utilité, qui est déjà un concept qui est plus intéressant. Et que si vous le poursuivez au quotidien, il y a moyen que vous soyez plus heureux dans votre vie. N'attendez pas la retraite pour être heureux. Bah ça, il n'y a personne. Hein. Ah bah, tu déconnes ou quoi? Beaucoup de gens te disent ah bah là maintenant c'est dur, mais à la retraite je vais profiter, machin. Mais essaie de. Mais tu traînes avec des gens qui ont 50 ans, j'ai jamais. Non, j'allume juste la télé de temps en temps, Léo. Non, et vraiment. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a des gens qui te disent je suis pas scolaire, je suis pas heureux à l'école, et puis après ils font un métier, ils disent j'aime pas trop mon métier, mais bon, fort heureusement bientôt la retraite, et puis
ils sont à la retraite et ils se disent je me fais chier, un tiers de mes potes sont morts, etc. Oui, mais Et puis, voilà, des gens qui ont 50 ans. Et donc, en fait, à chaque étape de leur vie, Tu repousses. Ils repoussent le truc et ils se disent je serai heureux plus tard. Ça, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est assez dangereux. Et c'est conditionné par quoi? Par le niveau de courage que tu as. T'as le droit de pas aimer les études que tu fais, de prendre une autre option. Prends cette autre option, mais joue-la à fond. Ne la joue pas à moitié. Essaye pas de faire des études pour faire plaisir à tes proches et de faire un peu ton autre option pour te donner de l'oxygène. Fais pas de demi-choix. Fais des vrais choix. Si t'aimes pas ton taf, quitte ton taf et fais autre chose. Et fais cette autre chose à fond. Voilà, mais arrête de repousser systématiquement le fait que tu seras heureux plus tard. Surtout si tu fais rien pour le changer. Et surtout si tu traverses au rouge. Le plus tard peut ne pas arriver en fait. Ouais. Donc à un moment, on est là à l'espace d'un instant extrêmement éphémère. La durée de vie d'un être humain est quand même assez anecdotique. Bref, retenez que le bonheur, c'est surcoté. Et que il faut passer de bonnes fêtes. J'ai pas de conclusion. Est-ce que les conclusions, c'est pas un peu surcoté? Bien sûr que si. Allez, bonne fête, la bise. Au revoir. Ouais. Ouais.